La PHP, l'ENS et Paris 5 viennent de créer la première chaire coopérative de philosophie à l'hôpital, et qui est donc une aventure assez à la fois existentielle et méthodologique, si j'ose dire, puisque la chaire est ouverte à tous les médecins, à la formation initiale avec une intégration dans le cursus des étudiants, à la formation continue dans une année 2-3, puisqu'il y a d'abord toute une labellisation compliquée, mais aussi à tous les patients, à tous les infirmiers, à tout le corps soignant en règle générale. Et l'enjeu étant de dire, voilà, le soin, il y a une dimension constitutive du soin au sens existentiel, donc une approche holistique du soin. Le fait de dire également que la fonction soignante, personne n'a le monopole de la fonction soignante, il y a une fonction soignante en partage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Réflexion sur tout de même ce que Foucault appelait en son temps les machines à guérir que sont les hôpitaux. Donc, comment on peut éviter qu'un hôpital ne traite seulement que la maladie, mais qu'il traite le sujet malade, ce qui n'est pas la même chose, et donc lutter contre ces phénomènes de chosification qui peuvent être ressentis. Et puis aussi, la chaire, elle travaille sur toutes les questions de burn-out des soignants. C'était la phrase de Jean Houry, psychiatre à la Borde, qui disait, voilà, soigner l'hôpital, ou Tosquelles, c'est-à-dire en gros, pour qu'on soigne bien les gens, vérifions tout de même que nos soignants soient en position déjà tranquille et pas sous pression délirante, rationalisation comme on connaît aujourd'hui. Et bien évidemment, la réponse est que, de fait, l'hôpital, comme quantité d'autres lieux, est un lieu à la fois fantastique, les attentes sont immenses et en même temps pressurisées de toutes parts. Donc voilà, donc la chaire est ouverte à tous. Elle est pour l'instant parisienne, à l'Hôtel Dieu, mais avec bien évidemment la vocation de discuter avec tous ceux qui sont intéressés à l'extérieur de Paris. Voilà, il y a une expérience pilote d'abord là, mais à terme, peut-être qu'il y aura des professeurs de philosophie partout dans les CHU. Bon, moi, vous dire donc un mot sur ces conceptions philosophiques de la vérité et puis ces conceptions cliniciennes. J'ai fait deux grandes parties, en fait. Une première partie sur, effectivement, alors, je ne vais pas les donner dans l'ordre, mais ce qu'on entend par la vérité au niveau de la philosophie, et sachant que déjà là, il y a une querelle forte des philosophes sur la définition de ce qu'est la vérité. Et en plus, ces querelles ont été incarnées par des philosophes de façon très très forte, et j'y reviendrai. Mais déjà, nous avons ce qu'on appelle on va dire une conception essentialiste de la vérité, c'est-à-dire de considérer que la vérité déjà existe. Elle est peut-être inatteignable, etc., mais elle est substantielle, c'est-à-dire qu'elle renvoie à un substrat, elle est essentielle, elle est finalisée. Et donc, on a, alors après, deux grandes manières d'attraper cette conception essentialiste de la vérité en philosophie. On va dire la question ontologique, c'est-à-dire qu'on va aller faire un travail en essayant de se poser la question de qu'est-ce que la vérité de l'être, par exemple. Et donc, on va avoir une conception ontologique. Et en essayant d'avoir une conception horizontale de cette définition de l'être. Et puis vous avez une conception théologique, bien évidemment, mais tout aussi essentialiste, c'est-à-dire que celui qui, en dernière instance, définit l'essence de la vérité, c'est Dieu. Et donc, on aura une conception divine qui passe par ce truchement-là. Mais en fait, dans les deux cas, c'est une conception essentialiste. Soit c'est une conception essentialiste qui donne lieu à de la métaphysique, soit c'est une conception essentialiste qui donne lieu à de la théologie, mais on a la conception essentialiste de la vérité. Après, vous avez les conceptions plutôt relativistes de la vérité, et là encore, il y a plusieurs types de conceptions relativistes. Bon, bien évidemment, la question de la subjectivité de la vérité, subjectivité qui va assez loin, ça part de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, et de considérer que, bon, là, le juste substrat qui définit ce qu'est la vérité, c'est le sujet, et pas n'importe quel sujet, l'homme. Donc, on a cette conception-là. Vous avez une conception pragmatique qui va s'interroger à la fois, bien évidemment, et donc empiriste, c'est-à-dire, oui, il y a une définition a priori de la vérité, mais en fait,
Non, la véritable définition de la vérité est plutôt a posteriori, elle est empiriste, elle fait l'épreuve du réel. Les pragmatiques diront c'est une éthique des responsabilités, en tout cas elle ne peut pas se dissocier de ça. Et donc à ce moment-là, on aura de toute façon une conception essentialiste de la vérité qui est remise en cause par soit le paramètre du réel, soit le paramètre des points de vue, etc., etc. Bon. Vous avez bien évidemment, je l'ai dit, la conception empiriste, c'est-à-dire une conception par l'expérience. Voilà. Vous avez une conception non pas philosophique, mais sociologique, au sens où les sciences humaines posent que la vérité est un fait construit. Donc on parlera de conception constructiviste, qui est là aussi une manière de relativiser la chose et de rappeler à quel point un fait, hein, quand on dit mais non, les faits, mais non, la conception sociologique rappelle que les faits ne sont que des fabrications. Ce sont des construits socio-économiques, ce sont des construits socio-culturels, ce sont des construits symboliques, mais bien évidemment, la réalité sociale, ce que certains pensent être vrai, est un grand théâtre construit avec un certain type de jeu, et on va dire à la fois les conceptions déterministes de la vérité, déterminisme social, etc., mais surtout vérité constructiviste, vérité structuraliste, tout ça, ça fait partie de toute une façon dans la philosophie. Je ne vais pas définir tous les grands philosophes qui ont voilà, essayé de travailler cette question-là. La conception naturaliste, à l'inverse, là aussi renvoie à une conception beaucoup plus essentialiste de la vérité. Autre point encore important, ce sont les conceptions, on va y venir, alors plus politiques de la vérité. Si vous prenez par exemple un auteur comme Foucault, il va parler de conception parésiastique de la vérité, la parésia. La parésia en grec, ça veut dire le dire vrai. C'est la manière, et généralement, celui qui est le plus capable de façon archétypale de porter ce dire vrai, c'est le philosophe. Donc, et sachant que Foucault explique très bien, voilà, que l'espace démocratique est un espace parésiastique, non pas du tout au sens où c'est un espace où on dit toujours la vérité, du tout. Hein, on le sait bien, on sait tout à fait que dans la démocratie, dans l'état de droit, il y a une ambivalence profonde entre la conception sophistique de la vérité, puis la conception plus socratique, plus philosophique de la vérité, par exemple. Mais la conception parésiastique au sens où un jeu, c'est la formule de Foucault, un jeu avec la vérité est possible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'espace, dans l'état de droit, il est possible de concilier deux choses qui souvent sont antinomiques, à savoir la liberté et la vérité. Pas la vérité au sens de dogme, la vérité au sens de tenter une cohérence entre un dire et un principe et un faire, voilà, de tenter cette cohérence-là, parce qu'on peut être tout à fait dans le vrai tout en étant dans l'erreur. Donc vous voyez, c'est la différence, c'est l'intention d'authenticité, l'intention de sincérité, etc. Mais ce n'est pas le mensonge. Hein, donc c'est très différent, ces conceptions de vérité. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Et puis bien évidemment, la conception scientifique de la vérité, qui va renvoyer à vraiment être l'opposé d'une conception dogmatique, donc non pas la vérité comme faillibilité et non pas infaillibilité. Donc ça, c'est très important et c'est à ce moment-là qu'est posée une conception scientifique. La vérité comme capacité de reproductibilité. Donc on peut reproduire quelque chose, on peut reproduire, c'est faillible, on peut penser petit à petit un certain type d'objectivité qui bien évidemment n'est pas absolue, hein, mais qui tente une exigence d'impartialité aussi, etc. etc. C'est une conception aussi de la vérité qui travaille avec des notions plus avec le probabilisme, donc là aussi ça nous renvoie à tout un autre territoire. Bon, voilà. Et puis en revanche, quelque chose qui on peut également parler, et là je dirais qu'on est plus dans de l'idéologie masquée, c'est-à-dire les conceptions positivistes de la vérité, qui sont des conceptions pas nécessairement essentialisées mais finalisées, c'est-à-dire que le progrès c'est cette chose-là et pas autre chose.
sous couvert, bien évidemment, d'être la plus rationnelle. Mais en fait, toutes les positions qui renvoient au rationalisme scientifique et qui considère que d'une certaine manière, il n'y a pas de reste. Et la manière la plus juste de dire et le réel et la vérité, c'est le discours de la science. Bon. Et qu'il peut attraper tout. Et en plus, avec au loin cette idée qu'il y a une linéarité de l'histoire, c'est-à-dire que, voilà, hein, il y a, de fait, le progrès va dans un certain sens et pas dans un autre. Et puis, dernier point, une conception plutôt herméneutique, mais qui, pareil, qui renvoie à une conception plus relativiste de la vérité, conception interprétative, hein, tout simplement. Ou alors là, et c'est là, c'est très intéressant, et on va dire que c'est par là que je vais faire mon passage vers la deuxième partie, c'est-à-dire une conception, ce que j'appellerais une conception relationnelle de la vérité, c'est-à-dire qui se joue en intersubjectivité, qui se joue entre deux sujets, et dans la qualité intersubjective. Et surgit de cette qualité intersubjective une vérité. Et c'est ce qui me paraît intéressant dans la vérité, ce que j'ai dit dans cette idée d'une conception clinicienne de la vérité. Je pense qu'à la différence d'un philosophe, d'un sociologue, etc., un médecin, un psychanalyste, en tout cas toute personne qui est dépositaire d'une responsabilité de soins, ou en tout cas d'une attente de soins, doit construire une vérité qui est une vérité capacitaire. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus voilà, intéressantes. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est que non seulement on dit, bien évidemment, en tout cas, on tente de dire la vérité, mais l'enjeu, c'est que cette vérité, à partir du moment où elle est connue du sujet, elle renforce la position du sujet au lieu de l'affaiblir. Donc c'est ça le but, c'est de voir comment, alors qu'on bien évidemment il y a des vérités qui créent, si j'ose dire, des vulnérabilités, ne serait-ce que par l'ampleur du désastre qu'elles peuvent annoncer, précisément toute la gageure du clinicien va essayer non pas de l'interpréter pour que ça passe bien, mais de faire que cette vérité reste opératoire pour le sujet. Et que donc, dans sa vulnérabilité, il reste néanmoins capacitaire. En tout cas, c'est ma proposition. Hein, et c'est comme ça que je vis la relation analytique en cure. Et on voit d'ailleurs très bien que la psychanalyse, pour ça, est assez parlante. C'est que la vérité en analyse est un outil méthodologique, très clairement. Et c'est un outil de capacité. Alors je rappelle juste la notion de capacité. C'est pas très joli, mais c'est les capacities, les capabilities, c'est les notions qui sont défendues par Amartya Sen, par Martha Nussbaum. Donc Amartya Sen, économiste du PNUD au départ, qui est le co-inventeur avec Mohamed Oulhak de l'IDH, de l'indice de développement humain, qui vient donc concurrencer le PIB. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, c'est de dire que précisément le PIB ne dit rien de la richesse des êtres humains au niveau individuel, et que ce qui dit bien évidemment de la richesse des êtres humains, c'est leur capacité d'accès à la santé, c'est les questions de genre, c'est les questions d'accès, c'est la question de l'allongement de la vie, bien sûr, c'est la question de l'éducation, etc. Et donc on voit que la santé devient un des critères premiers de la citoyenneté. C'est-à-dire que quand on veut vérifier si une citoyenneté est capacitaire, on vérifie le niveau d'accès aux soins, en gros. Hein, il y a des tests de crédibilité majeurs pour vérifier si on est dans un état de droit ou pas. Bon. Donc, pour une capacité, je vous donne des exemples. Démocratie des droits, je prends l'exemple que donne Amartya Sen, démocratie des droits, j'ai droit à un vélo. Est-ce que j'ai un vélo, pas un vélo? C'est une autre question. Mais de manière principielle, déclarative, j'ai droit à un vélo. Bon, démocratie des chances, on va dire que l'État social arrive et vérifie si les uns et les autres peuvent accéder à un vélo, et éventuellement il y aura des allocations, des subventions, que sais-je, et donc j'aurai ce vélo. Démocratie des chances. Démocratie des capacités, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, je sais faire du vélo, donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une appropriation de l'outil technique. Qui dit appropriation de l'outil technique, dit du temps, de la formation, etc. Et donc des tiers qui sont dans l'histoire. Mais en fait, démocratie des capacités, c'est encore autre chose. C'est ce qui va arriver là, c'est-à-dire que
En gros, qu'est-ce que c'est qu'un vélo? Un vélo, c'est de la mobilité. Et un vélo, en fait, c'est de l'invention de parcours. C'est-à-dire, je vais d'un point A à un point B et, dit Amartya Sen, j'ouvre les choix possibles. Et en fait, le but, quand on est dans un système de capacité, c'est de considérer que les droits doivent se vérifier en maximisation des choix possibles pour un individu. Et c'est vrai que quel est l'intérêt d'avoir un vélo, à part les cyclistes forcenés de la salle, c'est éventuellement d'aller travailler grâce à ce vélo, d'aller rencontrer l'amour grâce à ce vélo, etc., etc. Et donc à ce moment-là, d'inventer. Le but dans la démocratie des capacités, c'est de savoir transformer une ressource matérielle en ressource existentielle. Comment j'utilise quelque chose au départ, et là on voit très bien tous les usages interactifs du net qui participent de la redéfinition de l'outil, etc. La démocratie des capacités, c'est ça, c'est-à-dire que vraiment on a un ruban de Moebius entre l'usage de l'individu et la question plus institutionnelle du droit. Et puis, et sur la question des différences entre économie des fonctionnalités, économie des capacités, vous avez deux personnes qui ne mangent pas. Il y en a une qui hélas ne peut pas manger, donc on va dire une question de famine. Et puis vous en avez une autre, elle ne mange pas effectivement à un instant T de la même façon, sauf qu'elle fait un jeûne. Et donc on n'est pas du tout dans la même, là aussi, la même configuration des choix. Et donc, c'est toute une économie qui différencie les fonctionnalités, les capabilities, etc., etc. Donc, la vérité comme outil capacitaire, c'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement la vérité qui me tombe dessus, c'est comment cette vérité va m'aider à refaire récit par rapport à ma propre vie. Comment cette vérité va m'aider à investir la vie qui se dessine devant moi. Avec la maladie, pas la maladie, avec la question d'une parentèle atteinte si je suis un aidant, enfin, que sais-je. C'est-à-dire que, voilà, comment cette vérité me permet d'être agent de ma vie. Et être agent de sa vie, c'est pas du tout être dans la toute-puissance, la maîtrise, etc. C'est simplement avoir la capacité d'inventer, en tout cas d'être un peu créateur de la vie qui se dessine devant soi. Donc, l'outil clinicien, la vérité comme outil clinicien, les politiciens pourraient dire d'empowerment, en tout cas, et bien évidemment, on se rend compte de la question, bien évidemment, de ce protocole particulier en clinique, en analyse, où on est deux. Et c'est là où vous avez une conception relationnelle, non pas au sens où on va délégitimer la vérité qui va sortir, mais au contraire la nourrir de la puissance de deux sujets, au sens où ces deux sujets sont dans une configuration de soin, si vous voulez, c'est-à-dire d'attention au sujet de l'autre. Il ne s'agit pas de dire, ah ben tiens, on multiplie deux sujets, comme en collégialité, ben il vaudrait mieux en mettre 3, etc. Ça, c'est encore autre chose, une conception collégiale, plurielle. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire que par le fait de créer un espace analytique ou un espace de soins, l'espace de soins est un espace d'attention aux différents sujets qui sont présents. Et à partir de ce moment-là, il se crée plus qu'une éthique de la responsabilité, il se crée une éthique de la capacité. C'est-à-dire que la vérité s'installe dans une éthique de la capacité. C'est particulièrement vrai avec des enfants. Moi, je vois la capacité, mais méthodologique de la vérité chez les enfants, c'est absolument déterminant. Pour une raison très simple. Il y a 1000 raisons, mais ça nous... et puis, je vais en finir parce que je pense que j'ai déjà explosé le temps. Mais les enfants n'arrivent pas, bien évidemment, vu qu'ils ont... je parle vraiment les jeunes enfants, 7, 8, 9 ans, c'est-à-dire ces moments où, ça y est, les consciences mort-vie sont très, très en place, la question du mal, du bien très en place, enfin bref, bon. La vérité chez eux, c'est absolument crucial. C'est crucial parce qu'ils n'ont pas assez de masse, si j'ose dire, de décryptage de ce qu'est le mensonge, etc., comme un adulte. Vous pouvez mentir à un adulte, et là c'est triste de dire ça, mais d'une certaine manière, il trouvera les effets sont bien moins graves du mensonge chez un adulte parce qu'il a beaucoup plus de résistance possible, de contournement possible par rapport à ce mensonge. Chez un enfant,
il va attraper ça, le mensonge, comme véritablement une vérité qui lui permet de se construire. Et donc, il se construit avec une faille profonde. Donc, la question de la vérité chez l'enfant, c'est vraiment le partenaire clé du soin. Et c'est jamais simple, parce que je sais que très souvent, dans l'interface, il y a les parents, et les parents sont parfois un peu frileux sur le fait de dire la vérité. Jusqu'où dire la vérité, alors comment dire la vérité, bien évidemment, mais jusqu'où dire la vérité, et très simplement, on dit la vérité jusqu'au moment où cette vérité est profondément capacitaire du sujet, et notamment de l'enfant. Bon, voilà. Alors j'avais dit tout à l'heure tout de même, pour terminer, qu'il y avait eu des grandes querelles incarnées par des philosophes. Bon, la querelle la plus connue, vous la connaissez, c'est celle de Benjamin Constant versus Kant. Kant pose que, bien évidemment, la morale, on a deux grands impératifs catégoriques de la morale. Le premier, c'est l'universalisation de la maxime, c'est-à-dire, en gros, ne fais pas ce que tu ne peux pas universaliser. Bon, très bien. Le deuxième, c'est la non-instrumentalisation de l'autre. Donc le fait de toujours considérer que l'autre est sujet, que l'autre est une personne et que donc nécessairement ça ne peut pas être un moyen. L'autre est une fin et il n'est pas un moyen au service de... Résultat des courses, vous avez chez Kant une revendication absolue de on ne dissocie pas les moyens des fins. Je suis votre ennemi juré, j'arrive quelque part et je vous mets dans une situation où vous avez la possibilité de dire la vérité ou de dire un mensonge. Kant dit oubliez, on a oublié le contexte. Ennemi, pas ennemi, c'est pas l'enjeu. Vous dites la vérité. Vous dites la vérité parce que sinon vous mettez en danger la loi morale. Bon. Et bien évidemment, Constant va dire non. Et ça va être toute comment dire, ce que Constant appelle le mensonge par humanité. C'est de dire non, bien évidemment, il n'y a aucune vérité hors contexte. Donc il y a toujours une conception relationnelle de cela. Et puis, en plus, il y a ce que pourrait dire d'ailleurs le mensonge par humanité, c'est un petit peu l'en deçà de la capacité. C'est le protocole Belmont, enfin le rapport Belmont sur l'obligation de bienfaisance, etc. Dans l'éthique de la recherche, que vous connaissez les différents principes. Bon, donc la vérité, à qui je la dois? Sous-entendu, cette vérité ne peut pas mettre en danger quelqu'un. Donc on voit que même si ce n'est pas dit comme une vérité capacitaire, bien évidemment... Alors, nous, sur nos territoires, je dirais que ce n'est pas forcément cette question que Jean Kelevitch peut poser ou que Alain peut poser, et généralement ils font référence à quoi? À la Deuxième Guerre mondiale, à la Shoah, etc. Enfin, c'est à chaque fois des arguments massus, lourds, mais aujourd'hui, sur des territoires en guerre, en conflit, en stasis, en guerre civile, des médecins sur des territoires plus humanitaires peuvent tout à fait être dans des conditions où tout d'un coup, dire la vérité, à qui? À qui je dois la vérité? Bon, et là, tout d'un coup, le contexte qui peut-être n'est pas nécessairement le nôtre sur un territoire plus tranquillisé devient immédiat. Vous êtes un Kantien, bah, vous dites la vérité. Vous êtes Jean Kelevitch, Alain, Constant, vous dites non, la vérité à qui je la dois. Et bien évidemment, une vérité ne peut pas mettre en danger le plus vulnérable d'entre nous. Voilà un petit peu voilà, une première discussion, enfin pas une première discussion, une troisième discussion sur ce sujet. Et désolé si j'ai répété des choses.